Hey! La semaine dernière, je suis allé dans le labyrinthe des temps modernes, dans lequel, dès que tu perds de vue ton guide pendant plus de 3 secondes, tu es bloqué à jamais. Je parle évidemment de... Et évidemment, je me suis perdu. Et je me suis retrouvé face à ça. Oh mon dieu, mais non, ne me dites pas que c'en est bien une. Et oui, mesdames et messieurs, c'est bel et bien une commode. Et là, je me suis demandé si toutes les commodes du monde étaient vraiment commodes dans toutes les situations, ou si elles étaient toujours d'humeur commode. Mais je me suis rappelé que non, parce qu'il y avait bien une commode pas commode, mais qui utilisait sûrement des commodes, et ben c'était l'empereur commode. Voilà, comme ça, la blague est faite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le coffre du Nord, et aujourd'hui, on sort du coffre un sujet des plus commodes. Promis, après j'arrête. Pourquoi l'empereur commode ne l'était-il pas ? Dans la culture populaire que vous avez tous, Commode fait partie de ces empereurs que l'on considère comme complètement fous, avec de gros problèmes de gestion de la colère. Il appartient à ce groupe de Romains auquel on trouve tous les défauts du monde sans que ça ne choque personne. Meurtre, exécution publique, attentat, non vraiment, on pourrait dire qu'il a détourné l'argent européen, que ça choquerait personne. Gladiateur joue un rôle dans cela, lui prêtant un penchant incestueux avec sa propre sœur. Mais nous, on va pas tomber dans les facilités, et on va essayer d'être les plus honnêtes possibles vis-à-vis de ce meuble. Lucius Aurelius Commodus, dit Commode, est né le 31 août 161 après Jésus-Christ. Il est le fils du très apprécié empereur Marc Aurèle et de son épouse Faustine la Jeune, elle-même fille de Faustine l'Ancienne. Ce qui sonne quand même mieux que Faustine la Vieille, ou Faustine la Décrépie, ou Faustine la Bientôt Morte, enfin vous m'avez compris. Et dès sa naissance, des polémiques naissent au sujet de ce petit homme. Il est le fils de Faustine, cela ne fait aucun doute. Mais des rumeurs circulent quant à l'identité de son père, car oui, mesdames et messieurs, Faustine est célèbre pour avoir allègrement trompé son époux. Les commères assurent même qu'elle serait fan des hommes grands, forts et musclés, et donc oui, il est possible qu'elle ait traîné dans mes DM. Mais surtout, on dit que Faustine la Jeune qui aime les hommes serait adepte des gladiateurs. Certaines sources mentionnent même que quand Marc Aurèle l'a appris, il a exécuté l'un de ses amants en public dans le Colisée et aurait envoyé sa femme se laver avec son sang. Voilà. Marc Aurèle était peut-être un philosophe, mais c'était surtout un gros taré. Mais si on n'est pas sûr de toutes ces histoires, et encore moins celle du Colisée et du sang, ça fait quand même que Commode, sa maman, elle avait plus d'un homme dans son sac. Et donc ses contemporains s'amusaient à dire la même chose que m'a dit un vieux sage une fois, maman c'est sûr, papa peut-être. Ah, merci tonton, merci pour tout ce savoir que tu m'as transmis, j'irai te voir en prison. Il n'empêche que Marc Aurèle veut faire de Commode son successeur à la tête de l'Empire, ce qui n'est absolument pas évident pour l'époque. Les Romains ont en effet construit la République dans le but d'éviter à jamais le retour de la monarchie, pire régime politique à leurs yeux. Alors, quand s'approchait la fin de leur jour, les empereurs choisissaient celui qui leur semblait être le meilleur successeur possible et l'adoptaient pour lui donner une certaine légitimité. Techniquement, le Sénat doit approuver ce choix, mais en vrai, si le réélu a l'armée avec lui, le Sénat était facilement convaincu. C'est bon, je vais devenir empereur, hein, c'est réglé. Mais attends, non, on n'a pas donné notre accord. Ah, pardon, j'appelle mes soldats pour qu'on en discute ensemble. Ils attendaient juste à la sortie de l'école de ton fils. Ok, on te donne notre accord. Ah, j'adore la République. Ça va tellement loin, cette histoire de légitimité, que plein de princes, une fois au pouvoir, s'inventaient un lien quelconque avec l'ex-détenteur du pouvoir romain, en disant qu'ils étaient son frère ou son cousin éloigné. Enfin, c'est un peu comme tous ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont italiens dans leur bio Insta, alors qu'ils ont juste mangé des pâtes en 1870. Marc Aurèle associe donc son fils au pouvoir en 166, lui donnant ainsi les premières formes de responsabilité. Et il ne sera pas le seul, car il le sera avec son frère Annius Verus, qui est également associé au trône, laissant supposer qu'un jour, il régnerait à deux. 3 ans plus tard, Annius Verus meurt. Et je vous vois venir. Et non, Commode ne l'a pas tué. Non, je vous jure, en vrai, il l'a pas tué. Il est mort d'une maladie. Non, bon, j'avoue, c'est suspect, mais non, vraiment, pour de vrai, il ne l'a pas tué. En 177, il est fait Auguste, et a donc autant de pouvoir que son père sur le papier. Enfin, sur la tablette. L'humour! Et il doit mettre fin à la révolte d'Avidius Cassius, un homme voulant prendre le pouvoir à son père et qui aurait couché de manière consentie avec sa mère, Faustine la Jeune. Et donc il décide un coup d'état, mais il sera tué par l'un de ses centurions qui restera fidèle au prince. Mais concentrons-nous un petit peu plus sur Commode. L'année 180 arrive et il se met à faire un premier move que l'on pourrait qualifier de pas hyper sympa. Il répudie sa femme, Crispina, qu'il envoie en exil à Capri. Officiellement, c'est parce qu'elle l'aurait trompé. Mais en vrai, c'est sûrement parce qu'elle ne parvenait pas à lui donner d'enfants. Oui, vous savez, c'est hyper important pour les hommes de pouvoir d'avoir un fils. Et évidemment, s'ils n'y parviennent pas, ça peut pas être de leur faute, hein, c'est obligatoirement celle de leur femme. Bah oui, ça saute aux yeux. Hashtag Toxic Boy. Mais 180, c'est surtout l'année de la mort de Marc Aurèle qui, contrairement à ce que laisse entendre Ridley Scott qui est nul en histoire et encore plus en histoire française,
meurt en voulant à tout prix que son fils monte sur le trône. Marc Aurèle était empêtré dans des guerres contre les barbares, et Commode se retrouve à devoir y mettre fin lui-même. Et il le fait assez vite et assez mal. Il part aux frontières de l'Empire, signe des traités de paix, puis rentre à Rome pour jouir du vin et des femmes, comme le disent les sources de l'époque qui insistent sur une paix bâclée de la part d'un prince qui ne s'intéresse qu'à lui. Pourtant, dans les premières années de son règne, tout se passe plus ou moins bien. Il est respectueux du Sénat, bien que l'instance ne devienne, au fil des années, plus un groupe dont la vie est consultative qu'important. Les Romains l'apprécient pour son côté fantasque, lui qui a bien compris que ce que veut le peuple, c'est du pain et des jeux. Il s'assure que la distribution de denrées alimentaires soit toujours de qualité et organise régulièrement des célébrations dans lesquelles il se met parfois en scène, histoire de se montrer sous un jour bienveillant et sympathique. C'est vieux comme le monde, hein. Et en fait, s'il régnait aujourd'hui, il aurait une super cote de popularité sur TikTok. Il y a même un monde où tu le vois fitter avec McFly et Carlito. Haha, ma mère a couché avec tout l'Empire, j'ai traîné un mec sur un char pour histoire de rigoler, alors laquelle anecdote est fausse? C'est joli. Mais voilà, les choses vont commencer à mal tourner pour notre empereur qui va développer une forme aiguë de paranoïa. D'un côté, c'est quelque chose de propre aux hommes de pouvoir influents et charismatiques. Je vais pas vous mentir, je suis extrêmement paranoïaque avec la quantité de revenus que je génère avec mes vidéos. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez une grand-mère ou une tante qui s'ennuie, montrez-lui ma chaîne. Ou à la limite, juste mettez ma vidéo dans le fond de la pièce. Même si vous regardez pas, c'est pas grave, je veux juste de l'argent. Plus sérieusement, en 182, Commode va vivre un drame. Lucilla, dite Annia Aurelia Galeria Lucilla, qu'on appellera donc Lucilia, faut pas abuser, a été l'épouse d'Aurelius Verus, qui ne fut pas n'importe qui, lui qui fut co-empereur avec Marc Aurèle. Et bien cette Lucilla, qui était donc la fille de Marc Aurèle et donc la sœur de Commode, quand son époux est mort, elle s'est remariée avec Claudius Pompeianus, et elle vit assez mal le fait d'avoir un frère un peu taré qui prend le pouvoir alors que c'est elle qui l'avait auparavant. Et vous savez ce que c'est les embrouilles de famille? On n'est pas d'accord, on se dispute, on se plaint aux parents, on boude 2 ou 3 semaines, et puis autour d'un bon poulet dimanche, on fait la paix. Eh bien, Lucilla choisit exactement la même solution pour régler ses tensions avec son frère. Elle décide même de lui envoyer un cadeau. Elle lui envoie un homme avec un couteau qui essaye de le tuer. Le tueur se jette sur l'empereur en lui criant « Voilà ce que t'envoie le Sénat ». Et donc, c'est la mort, hein. Même si Commode aurait sûrement préféré un super Charus de Milus qui permet de monter à 50 km/h. Je sais pas si ça existait. Mais pas de chance pour Lucilla, Commode s'en sort et évite la mort. Nus a tenté de me tuer. Qu'as-tu à me reprocher? D'être venu au monde. Cet événement marque le début de la méfiance maladive de l'empereur. Il décide de s'éloigner du Sénat, qu'il voit maintenant comme un ennemi. Le préfet du prétoire, un des hommes les plus influents de l'Empire, appelé Pérennis à ce moment-là, met en place des purges envers les sénateurs et tous ceux qui semblent s'opposer à l'empereur. Il alimente d'ailleurs la paranoïa de notre meuble Ikea, qui est bien content d'avoir enfin un vrai ami, qui essaye de... Il a comploté contre lui. Voilà. Pérennis a comploté contre Commode. Bon, on sait pas si c'est vraiment vrai, mais une chose est sûre, c'est que le fils de Pérennis a frappé des pièces d'or à son effigie, ce qui montre la volonté de la famille de prendre le trône à Commode. Alors, le prince règle le problème sans trop se casser la tête, et il les exécute tous les deux. Pour sa sœur, il décide dans un premier temps de l'envoyer en exil à Capri, parce que Capri c'est l'île des exilés, mais dans l'année, il décidera de la tuer parce que c'est trop risqué de laisser quelqu'un qui a voulu vous tuer en vie. Donc là, notre Commode, il montre que c'est pas un tendre, mais peut-on lui en vouloir? Il n'a pour l'instant fait du mal qu'à ceux qui voulaient sa propre perte. On peut parler de légitime défense. Ce premier complot contre sa personne fait que le Sénat, il ne les calcule plus. Et il préfère se fier à des hommes nouveaux, qui ne sont pas des purs produits du système. Un homme qui va tirer son épingle du jeu, c'est Cléandre. C'est un ancien esclave affranchi qui a une carrière fulgurante. Après avoir obtenu sa liberté, il a épousé l'amante de l'empereur, Damostratia, ce qui lui permet d'avoir l'oreille du prince. Pour mettre un pied dans la politique, il remplace le chambellan Sauterus, favori de Commode. Alors comment faire pour devenir chambellan, vous allez me dire? Eh bien, soit vous passez l'école de la chambellannerie, très coûteuse, mais qui a surtout le problème de ne pas exister, soit vous faites comme Cléandre, et vous assassinez celui qui a déjà le poste. Mais alors Cléandre, il est super sympa, parce que Commode, il déteste l'administratif. Mais moi aussi, c'est le défaut de notre pays. Des papiers, encore et toujours, partout des papiers, tout le temps, sans arrêt, chaque jour de ma vie, un papier à remplir. Oui, appelez tel bureau, mais attention, on n'est pas ouvert avant 9h. Alors j'appelle à 9h01 et ils sont en ligne. Pourquoi vous me faites ça? Je vous... Et donc Cléandre gère l'administratif pour Commode et va commencer à abuser de son pouvoir. Ce qui n'est pas surprenant. Il vend des places dans l'armée, des places au Sénat, et en fait, il vend tout ce qui peut être vendu, et même ce qui ne devrait pas l'être. À tel point qu'il se fait des couilles en or. Et c'est là qu'on voit que Commode est un peu négligent, parce que très clairement son état est corrompu, et il s'en fout. Sauf que, en 189, les Romains se révoltent, et veulent la peau de Cléandre, parce que plus de pain dans la ville. Alors on ne sait pas si Cléandre a fait une erreur dans le ravitaillement, ou s'il a exprès réduit les importations pour s'enrichir,
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va se réfugier dans la demeure de son meilleur ami, le prince. Alors Commode, quand il comprend que le peuple est en colère, il se comporte en vrai ami, et il coupe la tête de Cléandre et de son fils, les met sur des pics et les offre à la foule en colère. Commode a le sens du spectacle. Commode a 3 grands traits de caractère. Le premier, on l'a déjà dit, c'est sa paranoïa. On a plusieurs fois tenté de le tuer et je ne vous ai pas tout dit quant à ses complots parce que ce serait trop long. Mais donc, dès qu'il se sent en danger, il fait des purges de soldats, de sénateurs ou de toute autre personne qu'il suspecte de vouloir attenter à sa vie. Dans la fin de sa vie, il fait extrêmement beaucoup, cette phrase n'a aucun sens, de purges. Ce qui nous amène à son deuxième trait de caractère. Commode est toujours dans l'excès. Par exemple, il est violent. Mais pas violent comme toi qui dis merde quand tu te brûles. Non, violent comme un mec qui veut foutre un serviteur dans un four parce que l'eau de son bain est tiède. Oui, il aurait voulu faire ça à un enfant. Il fait des jeux, c'est cool, mais il en fait tout le temps. Des fêtes à n'en plus finir. Sur la fin de sa vie, il est tout le temps ivre. Tiens, regardez, il avait des harems, évidemment, mais dedans, c'est pas 40-50 personnes, c'est 300 personnes, avec des hommes et des femmes qui étaient tous dedans. On s'amusait bien là-bas, vu qu'on coupait des hommes en deux parce qu'ils étaient jugés trop gros, et on assumait des personnes de petite taille, comme si c'était un super jeu de société. Mais c'est pas un jeu de société, tu fais pas ça en famille le dimanche. Il embrassait publiquement des hommes à tour de bras, ce qui, en soi, n'est pas choquant chez les Romains. Mais lui, il en faisait vraiment un moment public. Et pour les Romains, l'empereur, il embrasse l'impératrice. Oui, ils sont vieux jeux, mais en 2026, il y a des gens qui ont toujours pas compris que 2 hommes ensemble, ça allait pas faire exploser la planète. Alors imaginez en 189. Et vu qu'il doute du Sénat, il donne des hautes charges à l'État à des hommes complètement incompétents. Et donc, l'Empire part en vrille. Et puis voilà, ce qui devait arriver arriva. Ces petits soucis psychologiques ont vraiment fragilisé la vie de l'Empire. Et en 192, on a Rome qui subit un immense incendie. Alors c'est pas lui, il est pas fou à ce point-là, mais les Romains y voient un signe du mécontentement des dieux, et ces derniers commencent à se dire qu'avoir un fou mégalomane imbu de sa personne et violent au pouvoir, c'était pas top. Sinon ça va les Américains? Les barbares menacent de plus en plus l'Empire, les épidémies se multiplient et le chômage explose, confirmant la mauvaise passe pour Rome, qui voit son empereur faire les JO à la place tous les samedis. Et un jour, Commode franchit la ligne rouge. Le 31 décembre 192, il annonce à sa favorite Marcia qu'il veut parader dans Rome avec tous les gladiateurs pour la fête de Janus. Cette dernière lui fait savoir que c'est peut-être pas une très bonne idée, et que peut-être qu'on va y voir une menace pour le Sénat. Marcia, elle n'est pas étrangère à la politique. Elle a souvent donné son avis au prince et elle l'a même influencé à plusieurs reprises. Elle n'est pas la seule à dire au prince de changer d'avis concernant la fête de Janus. Laëtus, préfet du prétoire de l'empereur, lui aurait conseillé la même chose. Commode part donc comme un homme mature, en boudant. Et plus tard dans la journée, Marcia confisque à un serviteur de ce dernier une tablette avec son nom et celui de Laëtus inscrit dessus. Et elle est pas conne, elle a bien compris qu'elle allait passer à la casserole. Donc les 2 futures victimes du prince s'accordent sur la nécessité de tuer Commode avant qu'il ne les tue. Le jour même, Marcia place du poison dans le verre de son conjoint et il s'endort. Mais ce filou se réveille et vomit, ce qui le sauve de la mort. Paniquée, Marcia va chercher Narcisse, qui n'était pas en train de se regarder dans le fleuve. Oui, je sais, ta culture est débordante, je suis fier de toi. Narcisse, c'était l'entraîneur gladiateur du prince, qui décide de le tuer par étouffement. Et c'est donc ainsi, tué par un homme de la reine, que s'achève le règne sanglant de Commode. Un des empereurs les plus fous, et les plus violents, et les plus sanglants... Ah, attendez. Oui, je vais pas vous laisser sur une note aussi tristoune. Non, venez tous ensemble, on réfléchit. Ce que ne font pas tous les Français, hein. Regardez les ventes de livres par exemple. Non, pardon. Non, posons-nous quelques questions sur Commode. Le problème avec l'Antiquité, c'est que c'était il y a longtemps, et que moi, je ne me souviens même pas de ce que j'ai mangé hier midi. Alors, comment savoir ce qui s'est passé il y a plus de 1000 ans? Eh bien, on regarde les sources, et elles sont pas hyper objectives. Sur Commode, on a 3 grandes sources. Hérodien et Dion Cassius sont les seuls auteurs clairement déterminés qui nous parlent en long de cet empereur, et, pas de chance, il le détestait. Commode n'aimait pas le Sénat, ni même le système dans lequel évoluait Rome. Pour lui, il fallait des hommes libres et fidèles, ayant autre chose que la naissance comme CV pour diriger la cité. Il a donc fait tomber en disgrâce de nombreux sénateurs, qui auraient eu de bonnes raisons de le décrire chaque jour comme étant un taré. Ce serait pas fou de penser qu'ils auraient propagandé contre lui. Et donc, ça aurait eu des répercussions sur ceux qui ont écrit au sujet de l'empereur. Dion Cassius le décrit comme un homme influencé et corrompu par son entourage. En soi, c'est plutôt sympa. Il sous-entend que c'est pas la faute du prince s'il fait n'importe quoi. Mais bon, c'est quand même lui le premier à avoir dit qu'il avait tué son père, ce qui est la seule source qu'on a à ce sujet et on est même quasi sûr qu'il ne l'a pas fait. Hérodien n'aime pas beaucoup Commode non plus.
et il n'a que des choses négatives à dire sur lui. Et quand il n'y a que des choses négatives à dire sur vous, c'est qu'on n'a pas été très objectif. Ou alors c'est que vous êtes vraiment une mauvaise personne. Oui, il y a quelques noms qui me viennent où j'ai du mal à trouver du positif. Enfin, la dernière source, c'est l'histoire Auguste, qui s'inspire d'Hérodien. Et alors là, c'était PMP. La majorité des anecdotes que je vous ai données viennent de ce texte, dont l'auteur est inconnu et qui est littéralement le truc le moins fiable du monde après ces news. Laissez font leur travail et les gens en face sont blancs. Non mais c'est important de le dire. Tout y est exagéré, il manque des passages, il y a des noms de mecs qu'on n'a jamais vus ailleurs. Non, vraiment, l'histoire Auguste, c'est marrant, mais c'est pas sérieux. Ces trois sources ont comme point commun de reprendre des clichés hyper généraux concernant les destins des empereurs déchus. On prend l'enfance difficile, la violence sexuelle, la tyrannie. C'est comme si ChatGPT avait écrit la description d'un empereur méchant. Et il est sûr et certain que la propagande du Sénat contre Commode a joué contre lui dans les sources qu'on a étudiées. Donc du coup, Commode c'était un mec gentil. Non, c'est sûr qu'il avait des soucis. Mais c'était certainement pas Satan, et l'Empire ne s'est pas effondré à cause de lui, contrairement à ce que sous-entendent les sources qui disent que la décadence de l'Empire romain commence à Commode. L'Empire s'effrite à cause des épidémies, qui existaient déjà sous son père. Et c'est pas sa faute les épidémies. Enfin, le Covid, on n'a pas dit que c'était à la cause de Macron. Bon, d'accord, si, il y en a qui l'ont dit, mais on peut pas y croire. Vous avez aussi les brigands, qui prennent de plus en plus de place, et qui mettent en difficulté un système de sécurité interne qui est plus que défaillant depuis des dizaines d'années avant la naissance de Commode. À cela, il faut ajouter les barbares qui menacent et attaquent l'Empire depuis 162, donc avant Commode. Alors il n'a pas tout réussi, mais il n'a pas tout mal fait non plus. Il n'y a qu'une seule grande révolte sous son règne, et c'est en 183 en Angleterre. Attends, chez les Anglais, bouh, pardon, mais est-ce que ça compte vraiment? Et puis dès le début, je vous ai dit qu'il avait bâclé la paix à la mort de son père. En fait, bah non, je vous ai donné ce qui a été dit dans les sources, mais c'est pas vrai. Concrètement, les traités de paix signés après la mort de Marc Aurèle assurent une stabilité pour lui, qui doit rentrer à Rome, non pas pour boire et pour coucher avec des femmes, mais pour se faire voir par le peuple de la capitale, et pour prendre contact avec le Sénat, qui est quand même une instance à respecter, et qu'il respecte au début de son règne. Bon alors, ça n'a pas duré, mais il a au moins essayé. Et vous avez la reine, qui était, soi-disant, le symbole de la honte pour un empereur. Alors il n'est pas le seul à y aller. Les hommes de bonne famille, ne connaissant pas le front ni la guerre, y allaient souvent pour se mettre en valeur et ressentir l'adrénaline des combats, comme l'explique Catherine Salle. Surtout qu'il ne va pas dans l'arène n'importe comment, il y va en Hercule, montrant qu'il est prêt à se battre et à se sacrifier pour tous les Romains. Donc non, c'est pas un chic type, mais il n'est pas l'origine de la chute du Grand Empire. Surtout qu'après sa mort, ça va pas mieux, parce que la guerre civile ravage Rome tout entière, malgré le fait que le Sénat l'a catégorisé de damnatio memoriae, ce qui signifie que c'est un empereur à ne plus idolâtrer et à ne plus respecter. Voilà, c'était plus ou moins l'histoire de Commode, le meuble Ikea qui n'était vraiment pas commode. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'on a faites qui sont toutes géniales. Moi je vous laisse vous abonner, liker, partager, plein de choses que vous ne faites pas sur YouTube. Je referme le coffre en vous rappelant que Los Anglicus sonne menorus que Los Francesus. Voilà, j'ai fait latin deuxième langue, je m'aime en latin, genre les Anglais.